Nous sommes fiers, franchement, il faut le dire, de ces trois États-là. Il fallait que ça arrive. Tôt ou tard, il fallait que ça arrive. Nous voulons dire chapeau, chapeau aux pays, aux États du Sahel qui, effectivement, sont sortis. Nous attendons, c'est ça l'autodétermination. Nous espérons que très rapidement, ces États-là vont sortir du franc CFA. En tout cas, tout ce qui est comme élément qui, je vais dire, empêche le développement des pays africains. Ils ont tout mon soutien et je leur demande d'aller plus loin. Je suis Nyegbre Kado Jean-Claude, communément connu sous le nom de JC Jaguar, président du mouvement Afrique Ma Patrie et membre statutaire du PPACI au statut de secrétaire national technique en charge de la mobilisation des militants. Le panafricanisme en tant que doctrine est toute une pensée, tout un bagage avec un projet qui est la mise en place de l'État continental africain. Pour faire simple, la mise en place des États-Unis d'Afrique. Et cela ne peut se faire sans un peuple uni avec une conscience collective. Et donc, pour la mise en place de ce panafricanisme doctrinal-là, il y a des piliers qu'on peut appeler des principes, dont le premier, c'est la renaissance africaine. Comme le disait Cheikh Anta Diop lui-même, que ce qui fait qu'un peuple est uni, ce qui fait le ciment d'un peuple, ce qui fait qu'un peuple n'est pas un agrégat d'individus sans lien, c'est sa conscience collective. Et il a travaillé à nous donner le ciment pour faire en sorte que tous les Africains soient véritablement une seule entité. Et il ne l'a pas fait sur des vœux pieux, mais il a fait des recherches purement scientifiques pour nous sortir, en tout cas, des arguments, pour nous sortir des éléments puissants qui peuvent véritablement nous amener à cette unité-là. Déjà, on parle de la renaissance africaine, qui veut dire la réappropriation de notre patrimoine historique, c'est-à-dire le peuple africain, selon les recherches de Cheikh Anta Diop, le peuple africain a une même histoire. Voilà. Parce que si on part que l'Afrique, on part du principe que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et tout ça a eu lieu dans la vallée du Nil. Et après la vallée du Nil, les autres peuples ont pu s'étendre sur tout le reste du continent. Cette histoire-là, elle nous est commune et c'est déjà un ciment pour nous tous. Voilà. Ils développent cela dans la nation d'agriculture. Ils développent cela même dans la civilisation barbarie. On comprend l'apport des Africains même dans les civilisations au niveau de toute l'humanité. Ils parlent toujours sur ce même principe-là de la Renaissance. Ils parlent de la réappropriation de notre patrimoine culturel. Oui, dans Nation d'agriculture, il écrit Nation S, nègre, S, et puis culture sans S. Pour nous dire tout simplement, avec ce titre évocateur, là, que toute l'Afrique a une seule et même culture. Les variations sont justement périphériques. Voilà, sont au niveau périphérique. Mais le fond, il est le même. Et après, il y a cette réappropriation de notre patrimoine spirituel. Sans ça, on ne peut pas parler d'unité. Voilà, on ne peut pas parler d'unité parce qu'on est différent que par la pensée. Mais quand les pensées, ça rime sur des éléments importants, ça constitue le ciment qui fait que, effectivement, la question de l'unité africaine n'apparaît plus comme une illusion ou une utopie, mais c'est une réalité. Nous devons ça à Cheikh Anta Diop et plusieurs intellectuels qui ont travaillé dans la même ligne. Et après, il y a le deuxième principe qui est tout aussi puissant, la question de l'autodétermination des Africains. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine diplomatique, dans le domaine économique, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'autodétermination, c'est l'affirmation de soi, c'est la souveraineté des peuples africains qui doivent faire des choses par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Dans tous les domaines. Nous devons arrêter à ce stade-là de rester complexés dans notre aliénation qui ne finit pas. Voilà, de rester complexés et de se faire confiance nous-mêmes. L'Africain doit pouvoir se réconcilier avec lui-même et c'est en étant réconcilié avec toi-même que tu peux vouloir t'exprimer dans le Conseil des Nations. Le projet, la mise en place des États-Unis d'Afrique, et cela repose sur deux principes élémentaires aujourd'hui. Donc la renaissance
Et j'ai expliqué ce que c'est que la Renaissance, la réappropriation de notre patrimoine historique, notre patrimoine culturel, notre patrimoine spirituel. Et le deuxième principe, c'est l'autodétermination des Africains. Dans le panafricanisme résumé ainsi, tout s'y retrouve. Tout s'y retrouve. Voilà, donc c'est ça la doctrine. Et ceux qui se reconnaissent dans cette doctrine-là sont appelés des panafricanistes et non des panafricains. Par contre, en revanche, ceux qui sont dans le panafricanisme institutionnel, comme par exemple la Coupe d'Afrique, est un panafricanisme. Mais c'est un panafricanisme institutionnel. Les États africains qui se mettent ensemble sans aucune pensée, je vais dire par rapport à ce que j'ai cité concernant les doctrines, il n'y a aucune doctrine. Juste que les Africains se mettent ensemble pour faire des choses ensemble. Et à ce niveau-là, celui qui est acteur de ces panafricanismes institutionnels-là, c'est un panafricain tout court. C'est la volonté de puissance de ces trois États qui est exprimée là tout court. On ne peut pas passer près de 1400 ans, c'est-à-dire 14 siècles dans la domination, depuis la traite négrière en passant par la colonisation, et aujourd'hui la néocolonisation, et puis c'est complet. Regardez par exemple les pays arabes, il n'y a que seulement chez eux que le pétrole. Mais ce même pétrole-là, il est à ciel ouvert en Afrique. Mais regardez ces États, comment ils sont devenus. Rien qu'avec le pétrole. Mais c'est parce que les Africains n'ont pas encore compris qu'ils sont des humains comme les autres, qu'ils ont les mêmes capacités intellectuelles, ils ont les capacités de s'autodéterminer. Nous, puisque l'école qu'on nous a imposé, l'école coloniale, nous a conditionnés, nous a aliénés, nous a abêtis, nous a abrutis, de sorte à ce que, tant que le blanc ne dit pas quelque chose, ne valide rien, nous sommes perdus. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Franchement, il faut le dire, de ces trois États-là. Il fallait que ça arrive. Tôt ou tard, il fallait que ça arrive. Il y a plusieurs théories qui ont été élaborées, il y a eu des volontés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater du palpable là. Du palpable. La CEDEAO, comme on l'entend, hein, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, mais qui ne sait pas ses propres tests. Puisque la CEDEAO est pilotée de l'extérieur. La CEDEAO est financée par l'Union européenne. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Mais attendez, la main qui donne, c'est elle qui ordonne. L'Afrique n'a-t-elle pas de ressources? N'a-t-elle pas de capacité intellectuelle pour, je dirais, exploiter ces ressources-là en vue de rendre à l'Afrique ce qu'elle fut il y a des milliers, des millénaires? Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est que quand on raconte l'histoire de l'Afrique, on a l'impression que l'histoire de l'Afrique commence avec la traite négrière. Alors que l'Afrique était au centre de toutes les civilisations. Cheikh Anta Diop, dans National Agriculture, fait une présentation des deux peuples, le Nicodème, hein, c'est-à-dire l'homme blanc, et le Mélanodème, c'est-à-dire l'homme noir. À une période où l'Afrique battait des grandes pyramides, mais les Nicodèmes, c'est-à-dire l'homme blanc, vivaient dans des pyramides, dans des grottes à peau d'animaux. Et cette période-là est rarement présentée dans nos manuels scolaires. C'est ce qui entretient le complexe des Africains. Nous voulons dire chapeau, chapeau aux pays, aux États du Sahel qui effectivement sont sortis. Nous attendons, c'est ça l'autodétermination. Nous espérons que très rapidement ces États-là vont sortir du franc CFA. En tout cas, tout ce qui est comme élément qui, je vais dire, empêche le développement des pays africains. Ce n'est pas la volonté qui manque, mais le système est fait de sorte à ce que tous ceux qui voudraient lever la tête soient immédiatement enfoncés dans l'eau. Voilà, on a connu ça en Côte d'Ivoire ici. Le président Laurent Gbagbo, il s'est appuyé sur l'autodétermination, donc la souveraineté. Sur la base de la souveraineté, on a vu tout de suite. C'est pourquoi l'Europe, sinon l'impérialisme, a horreur du panafricanisme en tant que doctrine, a horreur des nationalistes. Parce que quand tu es nationaliste, tu vas brader les richesses de ton peuple au mépris de ton pays, au mépris de ton peuple, Donner ça à l'Occident, c'est impossible. Donc, ils ont horreur des nationalistes. Ils ont horreur des panafricanistes. Donc, ils ont tout mon soutien. Et je leur demande d'aller plus loin. Voilà, il ne faudrait pas que ça reste dans des effets de déclaration. Déjà, on constate, on voit qu'il y a un fond. Voilà, tant dans les propos que dans les actes, on constate qu'il y a un fond. Voilà, puis il y a une logique là. Voilà, il y a une suite, ils ont de la suite dans les idées.
Donc nous ne pouvons que les encourager d'aller plus loin et demander à plusieurs autres États africains de les rejoindre. Dans toute action que l'on entreprend, il y a toujours des gens qui vont t'applaudir et il y a toujours des gens qui vont te critiquer. Nous, il faut garder ton objectif clairement bien défini dans ta tête. Et tu fonces. Finalement, ceux-mêmes qui doutaient hier vont finir par comprendre le fondement de ton combat que tu mènes. Et il faut le dire aujourd'hui, hein, avec l'avènement d'Internet, il ne sera pas excusé celui qui dira que non, je n'étais pas au courant. Vous voyez? Voilà. Il peut pas, personne ne pourra être excusé. Une chose est claire, c'est que tout ce que je dis là, tout est sur Internet. La documentation, dans les librairies, on peut en trouver. Non, ils le savent. Le seul problème que les États ou les autres chefs d'État, les autres pays ont, c'est le risque de prendre un tel engagement. Beaucoup sont morts comme ça. Simbali Sonempio, hein, Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah lui-même, Sékou Touré, Modibo Keïta, tous ceux-là sont partis. Mais c'est parce qu'ils ont osé. Nous sommes dans un système où tu es infiltré jusqu'à dans ta propre maison. C'est là le seul problème. Sinon, je sais au fond de moi qu'ils sont tous fiers, à part ceux qu'on connaît, qui veulent vraiment organiser une armée pour aller les déguerpir. On a vu que devant la détermination inouïe de tout un peuple derrière ses dirigeants, les autres ne peuvent que reculer. Les États du Sahel et qui prennent leur destin en main devant l'histoire aujourd'hui, hein, bénéficient de quelque chose de fondamental dont n'a pas pu bénéficier les pères des indépendances qui voulaient effectivement sortir de l'hégémonie des colons. Aujourd'hui, c'est l'avènement ou, disons, l'affrontement des deux blocs face à un nouvel ordre mondial qui doit maintenant apparaître. Parce que n'oublions pas que le contexte dans lequel les pères de l'indépendance, des indépendances sont morts, c'était aussi une autre confrontation. Hein? On était dans un monde face à un monde bipolaire avec le mur de Berlin, hein? L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et après, le mur est tombé. On a pensé que oui, on était maintenant dans un monde unipolaire et que donc tout pouvait être permis. C'est comme ça qu'on a l'avènement du multipartisme et tout ça. Donc, qui donne la force au président Laurent Gbagbo qui déjà menait tout ce combat ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc du coup, l'heure actuelle, il faudra tenir compte de la géopolitique actuelle. Où les BRICS, les États des BRICS, aujourd'hui qui sont en train de prendre du volume, donc on parle maintenant des BRICS+, avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, bon, et j'en passe. Et voilà. Donc, les pays tels que la Russie principalement, qui n'avaient pas, pendant toutes ces périodes-là, déployé une armée en Afrique, en vue de mettre en difficulté ceux qui nous opprimaient depuis toujours, cette réalité, cette nouvelle politique russe-là, donne la possibilité aux États africains. Parce qu'il y a un dicton qui dit, quand tu n'as pas de force, au moins, il faut que l'ennemi de ton ennemi là soit au moins ton ami. Voilà. Donc, quand il y a la confrontation entre les pays impérialistes, l'Europe, le pays de l'OTAN en un mot, et la Russie, écoutez, la Russie dit, bon, moi les Africains, je veux vous aider dans cette confrontation de guerre hybride là. Et voilà, ils sont là aujourd'hui. Et leur présence rassure. Je voudrais même, à travers votre média, lancer un appel à tous les présidents africains, à tous nos frères qui sont déjà dans les rues, la jeunesse africaine qui est déjà dans les rues et qui ne demande que ça, de tous les vœux, les chefs d'État africains, prenez vos responsabilités. Ceux qui ont décidé de rester dans l'autre camp pour agresser ceux qui prennent leur destin en main, qui restent dedans. Mais quoi, Gbagbo l'avait dit. En Côte d'Ivoire, il aura deux camps, mais c'est comme ça en Afrique, il aura deux camps. Ceux qui veulent une Afrique
souveraine, libérée de toute oppression, de toute hégémonie, et puis ceux qui veulent rester des valets, les laquais, les larbins. Et après ça, je pense que chacun pourra se déterminer en Afrique ici. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Il y a eu beaucoup de mouvements. Les époques ne se ressemblent plus. Et aujourd'hui, je pense qu'il appartient à des chefs d'État, des dirigeants courageux, de choisir leur camp pour libérer les peuples. Je crois que le PPACI, déjà, il faut situer l'idéologie panafricaniste du PPACI dans le domaine de la doctrine panafricaniste elle-même. Voilà. Et tant que tu es dans cette logique de la doctrine, tu ne peux que soutenir ce que fait les États du Sahel. Tu ne peux que soutenir ce que fait les États du Sahel. J'ai expliqué les fondamentaux de cette doctrine-là. Donc tu ne peux que soutenir. C'est à la lumière de cette définition que j'ai donnée là, qu'on peut comprendre tes agissements, on peut comprendre tes positions. Donc la position du PPACI qui a validé et endossé le panafricanisme en tant que doctrine ne pouvait que être un soutien aux États du Sahel. Donc je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Beaucoup disent que le PPACI, bon, ils ne sont pas panafricanistes, on entend ces discours. Mais il y a un temps pour constituer, il y a un temps quand tu viens de rentrer dans quelque chose, il y a un temps de latence. Le temps que tu t'imprègnes suffisamment d'un certain nombre de choses. Voilà, par rapport à tes orientations, tes objectifs. Voilà, donc je crois que c'est un grand pas déjà dans cette orientation panafricaniste que le PPACI a pris. Le capitalisme lui-même a atteint son paroxysme. Et au point où, dans sa difficulté de confrontation avec la Russie, la Chine, les pays du BRICS, aujourd'hui, a défini un modèle de société qui est carrément la dépravation des mœurs, la destruction de la morale. Vous voyez, la destruction de tout. Donc aujourd'hui, les valeurs dans la société dans laquelle nous sommes là, notre société contemporaine là, c'est la finalité, c'est l'argent. Donc ils éjettent assez d'argent juste pour s'assurer une existence. Alors face à ça, on ne peut que lui opposer des valeurs. Nous allons mener ce combat-là. Le panafricanisme, il faut le dire, a pris son envol. Et quand je dis a pris son envol, c'est au regard des pères même des indépendances qui, effectivement, avaient abordé les choses en ce sens. Vous avez vu qu'ils n'ont pas pu prospérer. Mais au stade où nous sommes là, c'est une phase de non-retour. De non-retour. Le panafricanisme d'aujourd'hui a été, je dirais, imprimé dans la masse. Et c'est la masse maintenant qui pousse les dirigeants à prendre cette orientation. Avant, c'était les dirigeants qui essayaient de faire comprendre à la masse l'intérêt du panafricanisme. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. Et nous pensons que nous allons, c'est un combat, et nous espérons le gagner. Et que petit à petit, tous ces États, enfin, disons, ces 3 États-là, vont se bonifier au fur et à mesure. Et puis, on arrivera aux États-Unis d'Afrique. Parce que le panafricanisme, c'est ça la finalité pour nous, les États-Unis d'Afrique. Et si hier, on a essayé, il y a eu des petits États qui sont constitués et que c'est pas allé quelque part, s'affranchir, c'est ça, il faut forcément une grande entité pour pouvoir s'affranchir. Même les Européens, constatez avec moi que les pays africains, pris individuellement, sont des États très faibles. Mais ils veulent se débarrasser du colon individuellement. Alors que quand le colon se sent en difficulté, il appelle au secours tous ses frères de l'Union européenne.
En Côte d'Ivoire, ici, c'est avec l'ONU qu'ils ont défait Laurent Gbagbo. En Libye, c'est avec l'OTAN qu'ils ont défait Kadhafi. Ils sont super puissants et ils trouvent la nécessité de se mettre ensemble pour exister. Nous qui sommes suffisamment faibles, on pense qu'individuellement, nous pouvons. Non, on ne peut pas. On va tourner en rond. C'est pourquoi le panafricanisme a proposé ça immédiatement. Et ça, c'était Marcus Mossi Agabé, c'est à lui que nous devons ça, qui s'était déjà autoproclamé le premier président des États-Unis d'Afrique, avec un drapeau, hein, avec une devise, avec une armée, tout ça. Et qui avait défié les puissances coloniales de l'époque, depuis les États-Unis où il était. Donc, voilà.